Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier formation de ces 15e rencontres filière bois. Lors de cet atelier, nous allons faire la connaissance de 3 chefs d'entreprise. Romain Troquet, de l'entreprise Sidus, Lionel De Vlieger, de l'entreprise Rotor, et enfin Pascal Malmedy, de l'entreprise Méribois. 3 entreprises bien présentes dans la filière bois. Ces 3 entreprises ont accepté de partager leur expérience, mais surtout de nous faire part du regard qu'ils portent sur l'importance du bois dans leur domaine d'activité respectif et par conséquent sur l'importance du bois pour lutter contre le réchauffement climatique. L'objectif de notre atelier est d'identifier les connaissances, les compétences à développer au sein des entreprises des secteurs bois, et ce afin de favoriser leur transition vers le développement durable. En somme, identifier dans cet atelier formation les formations à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Je vous propose de faire la connaissance de Romain Troquet. Romain, je te laisse la parole. Peux-tu nous présenter un petit peu ton entreprise? Bien entendu, bonjour à tous. Sidus, qui fait partie du groupe Mobic, donc un groupe familial bien connu en Wallonie maintenant. Actif dans la robotique, la construction bois, et alors maintenant, depuis le rachat de la série du Sauçois, actif dans la première et la deuxième transformation du bois. Merci Romain. Je vous présente maintenant Lionel De Vlieger, directeur de la société Rotor. Lionel, un petit mot sur toi, sur ton entreprise. D'abord, je ne suis pas directeur, je suis cofondateur, mais donc Rotor, on est établi à Bruxelles. C'est d'abord une ASBL créée en 2005 qui a pour vocation de stimuler les pratiques de réemploi de matériaux de construction en général, et ça se fait par des conseils tant au pouvoir public qu'aux acteurs privés. Et puis d'un autre côté, on est aussi une entreprise en déconstruction créée plutôt plus tard, donc en 2014, qui s'appelle Rotor Déconstruction, et dont je pourrais vous parler par la suite. Merci Lionel. Petite précision, Romain fait partie bien sûr de la première transformation du bois, Lionel travaillera plutôt dans la seconde transformation du bois, et enfin Pascal Malmedy pour le commerce du bois. Pascal, peux-tu te présenter, nous dire un petit mot sur toi et sur ton entreprise? Oui, bonjour à tous. Donc en fait, je gère un négoce, petite société familiale depuis 30 ans avec ma sœur, vraiment portée sur le bois, et nous sommes situés à Tilff et à Liège. Voilà. Merci Pascal. Encore merci à vous 3 d'être aujourd'hui présents avec nous. C'est vraiment super. Je propose de commencer cet atelier par une première question. Quand le constat ou la décision d'orienter votre entreprise vers le développement durable, l'économie de matière, l'énergie, de transport, est-il apparu? Je propose d'abord à Romain de répondre. Avec plaisir. Nous, en fait, depuis le début. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on s'est rendu compte dès la reprise de la Syrie qu'en fait, il y avait toute une perte matière énorme inhérente au procédé de transformation industrielle. Et donc, on a voulu faire évoluer ça. Donc, vraiment, c'était un constat flagrant. Donc, il y a vraiment 50% de la matière dès la première transformation qui est jetée à la poubelle économique, on va dire, qui part vers tout ce qui est circuit de cogénération, etc. Et l'idée, c'est vraiment de se rendre compte que le postulat de la problématique économique rejoint également la problématique écologique. Je te remercie beaucoup. Avec Romain. plaisir. Lionel, un petit mot sur la question. Comme Romain, chez nous, c'était depuis le début. Donc, au fait, cette question-là, elle est à l'origine de la création de Rotor. En 2005, c'est 3 personnes qui se sont rencontrées dans une espèce d'indignation du fait que le principe de l'échelle de Lansing était bien connu à l'époque de tous les pouvoirs publics. Donc, Lansing, c'est ce politicien hollandais qui, dans les années 70, a imaginé la hiérarchie des modes de traitement de déchets. Donc, c'est le Reduce, Reuse, Recycle en anglais. Donc, on va d'abord privilégier la réduction des déchets, puis le réemploi, puis le recyclage, puis l'incinération, puis la mise en décharge. Donc, c'était globalement accepté. Dans la pratique, on voyait que les pouvoirs publics ne stimulaient que le recyclage et qu'il n'y avait aucune identification séparée du principe du réemploi, ce qui pour nous était choquant. Et donc, Rotor a été mis en place pour offrir une réponse à ce constat. Super, merci beaucoup aussi. Pascal, un petit mot sur la question. Nous aussi, depuis le début, donc c'est-à-dire il y a plus ou moins 30 ans, nous nous efforçons d'aller vers un développement plus durable.
Maintenant, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est surtout au niveau de l'emballage et des déchets bois que nous avons mis des priorités que je développerai tout à l'heure. Ok, merci. Eh bien, un tout grand merci pour ces premiers éclairages. Pour ceux et celles à qui ça brûle les lèvres de déjà poser une question, je vous invite à les poser via Teams. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'y répondre tous ensemble. Claire Delvaux, coach sectoriel chez Woodwise, sera d'ailleurs attentive à pouvoir nous les transmettre. Donc, un tout grand merci pour votre patience. Je propose de poser une seconde question. À partir de ces premiers constats, donc ceux que nous venons de faire, quelles sont pour vous les démarches que vous avez mises en place, mises en œuvre? Lionel, je vais te céder la parole. Donc chez nous, on a commencé en 2005. Il y a eu toute une période d'exploration quelque part du système économique dans le bâtiment, l'approvisionnement des matériaux, le traitement des déchets. On s'est rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, le réemploi n'était pas du tout mis en jeu ou mis en avant. On a essayé de comprendre pourquoi. On a commencé à cartographier tous les acteurs qui existaient dans le réemploi, parce qu'il y en a. Il y a des petites entreprises familiales qui font ça depuis les années 70 et en réalité qui font ça depuis la nuit des temps. Et on a essayé de comprendre pourquoi ça ne se faisait pas plus. Et donc, à un certain moment, c'est en 2014, on a commencé Rotor Déconstruction comme une espèce de spin-off, qui est une entreprise qui a pour vocation, elle, de démontrer que c'est économiquement viable de faire tourner une entreprise uniquement sur la récupération de matériaux, leur remise en état et leur revente. Et donc, on ne fait avec Rotor Déconstruction que de la vente de matériaux de seconde main. On est vraiment spécialisé sur les matériaux de construction. Et donc, c'est vraiment la vente qui va générer les bénéfices qui couvrent les frais de toutes les autres opérations. Merci beaucoup. Pascal, je te cède la parole. Il y a 10 ans, on a adhéré aux normes PEFC et FSC. Il y a 5 ans, on a rejoint un bois local. Donc, le but, c'est de diminuer nos importations pour différentes raisons, mais bon, la première, c'est sûr que circuit court, il n'y a rien de tel. Maintenant, c'est notre souhait, mais on n'y arrivera pas à 100%, vu qu'il y a quand même des bois exotiques qui ont d'autres caractéristiques que nos bois indigènes. Et ces caractéristiques-là, on ne les retrouve pas chez nous. Donc, je pense qu'il y a moyen de diminuer fortement, mais il restera quand même une partie de bois qu'on devra continuer à importer. Je veux dire que la majeure partie des bois que tu souhaites commercialiser sont des bois locaux, on va dire ça comme ça, mais qu'il restera toujours une petite partie de bois exotique. Tout à fait. Bon, certains bois exotiques sont plus durables, notamment pour l'utilisation en extérieur. Je pense au bardage, je pense aux terrasses. Même si on sait faire beaucoup de choses avec des bois indigènes, on ne sait pas tout faire. Voilà. Mais c'est quand même le but, il est quand même de diminuer fortement les importations. Ok, merci beaucoup. Romain? Donc, j'expliquais tout à l'heure, le premier constat quand on a repris la scierie, ça a été de se rendre compte finalement de la perte matière inhérente au procédé de transformation. Donc, il y a un procédé historique, finalement, qui s'est construit avec l'industrialisation au fur et à mesure des siècles. Et donc, on s'est dit, avec la technologie qui existe à l'heure actuelle, et notamment celle qu'on développe, la robotique, finalement, est-ce qu'on ne peut pas transformer cette matière primaire différemment? Et finalement, on a, depuis des années, mené des projets de recherche et développement qui ont maintenant abouti à un procédé, donc qui est finalement l'usinage de grumes avec des procédés robotiques. Donc, ça veut dire que plutôt que d'aller équarrir une poutre et finalement d'avoir cette perte matière et en même temps cette perte de structure, on arrive à usiner juste les endroits d'assemblage. Donc, avec une précision qui est de l'ordre du dixième de millimètre, parce que c'est le robot, il est moins artiste que l'homme, et avec une cadence qui est intéressante. Et donc, on arrive à faire des marchés maintenant, notamment avec Préfabois, avec Mobic, des marchés qui sont de grande envergure et où on va finalement concurrencer le béton, l'acier, économiquement, mais alors écologiquement, ça prend tout son sens aussi, parce que avec beaucoup moins de matière, finalement, on arrive à faire beaucoup plus, et alors dans un style architectural qui ne plaît pas partout, mais qui, dans beaucoup d'endroits, finalement, donne cette petite touche qui va bien. Et alors, donc ça, c'est pour l'aspect nouvelle façon de scier, on va dire, enfin, nouvelle façon de transformer le bois. Et alors, pour l'aspect tout à fait traditionnel, donc on fait encore du sciage classique, tout ce qui est, entre guillemets, non valorisable en premier produit de première qualité, finalement,
comme on n'en connaît pas la destination, de sortir un produit parfait pour notamment chez Monsieur Malmedy. Donc là, on ne connaît pas la destination, on ne connaît pas le souhait du consommateur final, donc on doit envoyer la top qualité. Par contre, vu qu'on fait également de la mise en œuvre sur des projets de villages vacances, des projets résidentiels, ce genre de choses, finalement, on développe aussi des produits avec ce second et ce troisième choix, qui pour certaines personnes a aussi un cachet. Et donc l'idée, c'est aussi de ne pas se suffire juste du produit parfait. Voilà, c'est de créer de la perfection par l'imperfection également. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais faire une petite synthèse. Penser à la déconstruction, merci Lionel. Réduire les importations de bois, merci Pascal. Valoriser l'usinage du bois, merci Romain. C'est un beau programme, mais je suppose que vos démarches ne se sont pas faites sans difficulté. Quelles sont donc ces difficultés, les difficultés finalement que vous avez rencontrées? Pascal? Les difficultés, bon, c'est souvent la même chose. Nous, c'est au niveau du personnel, aussi bien personnel employé que personnel ouvrier. Donc, il y a pas ou peu de formation. Donc, bon, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, le personnel qu'on engage, on doit le former nous-mêmes. C'est long, c'est coûteux et, je veux dire, la réussite, le taux de réussite est faible. Donc, ça, c'est vraiment une entrave à notre métier. Merci pour cette intervention. J'espère qu'on pourra trouver des réponses qui pourront t'aider à y voir un peu plus clair et à faciliter justement ces évolutions. Romain, je te cède la parole. Avec grand plaisir, c'est un vaste sujet. Donc en gros, pour arriver donc, à ces fins de mieux transformer le bois, on a voulu refaire le chemin justement de toute l'intégration de l'entièreté de la filière. Je pense que tous les gens qui nous écoutent ont chacun leur métier. Et donc on a essayé d'intégrer tous ces métiers. Et donc la difficulté, elle vient de ça en fait. Elle vient du fait qu'en intégrant tous ces métiers, forcément, il faut les connaître à fond, parce que les survoler, c'est pas suffisant. Et donc la clé de ça, c'est de bien s'entourer. Et donc, pour bien s'entourer, forcément, il faut grossir les équipes, il faut se développer. Et la clé la clé du succès de grandir comme ceci, elle passe surtout par le fait de bien s'entourer et d'avoir les difficultés finalement de recruter du bon personnel bien formé. Ok, merci aussi. J'espère aussi qu'on pourra répondre. Lionel, je te cède la parole. Oui, chez nous, tant chez Rotor que chez Rotor Déconstruction, au niveau du personnel qu'on a à bord, je veux dire, on est plutôt du type couteau suisse, dans le sens où on a dans l'équipe des juristes, des ingénieurs, des bio-ingénieurs qui sont prêts à mettre leurs bottes, leurs chaussures de chantier, aller sur un chantier, éplucher la situation et voir ce qu'il en est. Et donc ça nous a beaucoup aidé dans des situations où il fallait littéralement défricher le terrain. On faisait des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant et ça a demandé, c'est une série d'obstacles à surmonter qui étaient assez variés. Un premier obstacle, par exemple, nous, on est établi à Bruxelles. On a essayé d'avoir un accès aux chantiers de démolition principaux à Bruxelles. Souvent, ce sont des transformations dans le secteur tertiaire. C'est des énormes chantiers. On n'y entre pas comme dans un moulin. Et donc, il a fallu d'abord mettre la pression, contacter les entrepreneurs en démolition, les propriétaires pour avoir déjà accès à ces chantiers. Et puis, sur les chantiers, c'était tout un travail de découverte qui, parfois, pour des professionnels, peut sembler élémentaire. Parfois, ce sont des connaissances quasiment historiques ou de l'histoire de la mise en œuvre de matériaux. Je donne l'exemple de parquet. Donc, historiquement, les parquets étaient souvent posés soit sur un goudron d'abord, puis sur un bitume. Quand on découvre ça, ça a l'air d'être la même chose. Par contre, le goudron est cancérigène. Il faut savoir faire la distinction. Il faut savoir comment on le transforme de façon à ne pas exposer le personnel à ces dangers. Donc, tout ça, c'est une trajectoire d'apprentissage. Et évidemment, il y a eu des succès. Il y a eu des moments où on s'est fourgué dans des situations qui économiquement n'étaient pas viables. Mais donc, c'est vraiment à l'erreur qu'on apprend. Et donc, on en a accumulé des connaissances qui nous permettent maintenant de savoir de façon beaucoup plus ciblée ce qui est sage à faire et ce qui ne l'est pas. Très bien, merci beaucoup. Tu es situé à Bruxelles, petit aparté, au niveau de ton entreprise, tu rayonnes sur Bruxelles, tu vas beaucoup plus loin, au niveau géographique, je veux dire. On a été invité, par exemple, pour accompagner des démantèlements aux États-Unis à un certain moment. Là, c'est plutôt des missions de conseil, donc ça nous arrive d'être invités à l'étranger. Par contre, souvent, ça ne fait tout simplement pas sens dans une logique d'économie locale.
Donc, on essaie quand même de rester le plus proche possible du territoire qu'on connaît. Il est clair aussi que c'est très important dans le métier qu'on fait, nous, d'avoir une bonne connaissance des acteurs qui sont sur place. Et ça, c'est les pouvoirs publics, mais c'est aussi les autres entreprises qui viennent soutenir quelque part ce qu'on fait. Et donc, principalement, notre activité est quand même centrée sur Bruxelles, ou je dirais la Belgique de temps en temps. Mais on va rarement au-delà, sauf si c'est pour découvrir des partenaires potentiels. On est sur un projet européen, mais ça, c'est avec l'ASBL maintenant, qui essaye de cartographier tous les acteurs du nord-ouest de l'Europe. Mais bon, ça, c'est une autre visée. Mais on pense que c'est très important que les acteurs économiques de réemploi se mettent en réseau entre eux pour que ça circule plus facilement. Merci beaucoup. Je vais poser aussi, je trouve que vraiment c'est intéressant de mieux connaître aussi vos entreprises, d'en savoir peut-être aussi un peu plus. Pascal, au niveau de rayonnement de ton entreprise, tu peux un peu nous expliquer? Nous, en fait, on travaille surtout en région liégeoise. Maintenant, ça nous arrive de plus en plus d'aller livrer sur chantier nos clients liégeois, mais sur chantier. Et là, on va souvent maintenant Bruxelles, Mons. Donc, c'est une problématique aussi. Beaucoup de kilomètres pour pas spécialement des grosses commandes ou du gros chiffre. Mais bon, les habitudes des professionnels sont telles qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution. D'accord. Lorsqu'on a préparé notre entretien, tu m'avais parlé aussi des transports où tu livrais finalement des matériaux à un endroit, mais tu t'assurais aussi beaucoup de ne jamais faire un retour camion vide, par exemple. Tu peux nous en dire un mot? Nous, c'est simple. Le retour, il est toujours vide. Hein. Bon, en fait, on est des commerçants, donc on dépose simplement sur chantier les commandes que nos clients nous ont commandées. Et une fois qu'on fait une tournée, et dès que le camion est vide, il rentre et c'est d'office à vide. Voilà, il n'y a pas de solution. C'est peut-être une des difficultés à laquelle on pourrait répondre. Je ne crois pas. Non, je ne vois pas comment on pourrait régler le problème. Voilà. Romain, un petit message par rapport aussi à ta situation géographique? Bah donc nous, on est situé à Étal, donc, qui est quand même le carrefour entre trois pays. Donc la Belgique, on y est encore, la France finalement et le Grand-Duché du Luxembourg. Et donc on essaye de tisser déjà des partenariats forts avec que ce soit des entreprises ou les collectivités de ces trois pays. Parce que donc il faut dans notre vision, il faut raisonner en termes de grandes régions. On est dans un secteur où il y a de moins en moins d'acteurs, donc le secteur de la scierie. Et donc l'idée, c'est en ayant intégré beaucoup de connaissances maintenant de l'aval et de l'amont de notre métier, finalement, on a tout un savoir-faire, tout un know-how qui nous permet en fait finalement d'améliorer profondément les choses. Et donc je pense que finalement, le fait d'être au fin fond de la Belgique, c'est plutôt une force qu'une faiblesse. Parce que oui, si on se concentre sur le marché belge, on n'est pas si bien mis. Mais par contre, en termes de rayonnement, en termes de grandes régions, donc un nouveau nord-est de la France, la Belgique, la Wallonie et le Grand-Duché, finalement, c'est plutôt vecteur d'opportunité. Et surtout, ça nous permet en fait de diffuser un savoir qu'on a acquis, parce qu'on pense sincèrement on va y revenir après, mais sur l'aspect circulaire et circuit très court, finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a déjà fait une bonne partie du chemin maintenant, et il est temps maintenant qu'on s'ouvre aussi aux autres, et cet aspect géographique est important pour ça. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, si vous êtes présent, c'est que vous avez trouvé des éléments de solution à vos difficultés. On en reparlera peut-être avec Pascal. Quelles sont les solutions que vous avez pu apporter à ces problématiques? Romain? Je parlais tantôt donc de l'intégration verticale, mais donc et de la connaissance de beaucoup de nouveaux métiers. Donc on a tissé des partenariats forts aussi, avec notamment le Forum, hein, dont tu fais partie, où finalement on a créé des opérations coup de poing pénurie, donc qui sont des formations sur mesure. J'imagine que tu vas l'expliquer après. Et donc l'idée c'est ça, c'est aussi bien de se servir finalement d'un réseau existant qui a des réelles connaissances au niveau de l'accompagnement, qui nous permet aussi de former nos équipes pour former les gens, c'est important aussi. Et alors donc par extension, donc de capitaliser sur ce que vous faites, mais en plus de continuer cette formation en entreprise en continu. Et donc voilà. C'est beau. C'est vrai, je vais faire un petit mot sur ce coup de poing pénurie pour l'expliquer. Finalement, le coup de poing pénurie, c'est la mise en place rapide d'une formation sur mesure, en réponse à des besoins urgents de main-d'œuvre. Un coup de poing pénurie s'adresse souvent en tout cas, c'est ce qui a été fait dans ta région, à un groupement d'entreprises qui exprime un besoin similaire. On parlera ici à ce moment-là d'un opérateur de production.
Lionel, je vais te céder la parole pour ce point-là aussi. Donc, quelle solution as-tu pu apporter à tes difficultés? Ben, je crois qu'au début, avec Rotor Déconstruction, on essayait vraiment de tout faire. C'est-à-dire qu'on allait avec une équipe sur un chantier, on démantelait des matériaux, on les ramenait chez nous, on les transformait et puis on organisait la vente de ça par un webshop. Donc il fallait tant organiser le démantèlement que faire le développement du webshop et organiser la vente, avoir le contact avec les clients. Je pense que là, on commence à se rendre compte qu'il faut un peu simplifier les métiers et je pense que comme dans beaucoup d'autres secteurs, ça se divise en trois moments. Il y a le moment du sourcing ou de l'extraction. Il faut savoir d'où va venir la matière qu'on va transformer. Puis, il y a le moment de la transformation. Et puis, il y a le moment de la vente. En interne, déjà, on a structuré Rotor DC selon ces trois piliers-là. Et ça permet quand même de se professionnaliser. Mais aussi, on se rend compte que, par exemple, au niveau de l'organisation des chantiers de démantèlement, à mettre en place coûte finalement assez cher. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, tous nos frais, on doit les couvrir avec les bénéfices de la vente. Donc, on s'est rendu compte que le système du dépôt-vente qu'on a mis en place il y a quelques années nous permet de fonctionner de façon beaucoup plus efficace. Et le principe en deux mots, c'est que des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs en démolition ou des entreprises générales, peuvent venir chez nous avec des matériaux qu'ils auraient démantelés eux-mêmes. Et alors, nous, on s'occupe de l'éventuelle transformation et la mise en vente. Et les bénéfices sont simplement divisés entre l'opérateur et nous. Et ça nous a permis d'élargir vraiment l'éventail des matériaux qu'on propose aux clients. Et d'un autre côté, ça offre l'opportunité à ces entreprises de se défaire de façon circulaire d'éléments qui, en plus, vont leur rapporter de l'argent. Ok, super, merci beaucoup. Pascal, je te cède la parole. Mais bon, nous avons investi les quelques dernières années pour essayer de diminuer notre empreinte écologique. Alors, on a d'abord placé 1000 m² de panneaux photovoltaïques sur un de nos toits. On a adhéré à Merigrid. En fait, c'est avec deux sociétés locales qui produisent de l'énergie verte, de trouver une solution pour la stocker sous forme de batterie. Donc, tout ça nous permet d'économiser 50% d'électricité. La troisième chose, on a mis en place un tri au niveau des plastiques. Vous allez me dire, c'est basique, mais il y a 5 ans, ça n'existait pas. Donc, on trie nos plastiques et on les fait recycler. Les chutes de bois sont également triées. Certaines retournent dans l'industrie du panneau. Voilà. Et alors, la dernière chose pour moi qui est la plus importante, on forme notre personnel pour essayer d'influencer les clients à acheter local. Voilà. Et ça, c'est un défi de tous les jours. Ça va? Merci beaucoup. Alors, sur base de vos réponses, aujourd'hui, quelles sont les pistes que vous aimeriez bien emprunter? Lionel, je reviens chez toi. Je pense qu'il s'agit en premier lieu, en tout cas pour la question des réemplois, c'est qu'il faut souligner les atouts des produits de réemploi. Et pour les produits bois, je pense par exemple le fait que aujourd'hui la qualité de l'air intérieur commence à devenir un sujet vraiment important. Il faut savoir que tous les panneaux, tous les bois de réemploi n'émanent plus rien du tout. Donc, on n'a plus du tout la problématique des composés organiques volatiles. Donc, ça, c'est un atout sérieux. Je pense qu'il faut souligner l'atout en termes de séquestration durable du CO2. Donc, au moment où un matériau bois est mis en œuvre, c'est du CO2 séquestré qui est mis dans le parc immobilier. Si évidemment, après 15 ans, on va brûler le bâtiment dans lequel ce bois a été séquestré, le CO2, évidemment, va dans l'atmosphère. Même chose, évidemment, si on va détruire ce bois-là. Donc, lors d'une déconstruction, donc s'assurer que lors d'un démantèlement d'un bâtiment, la structure bois, par exemple, pourra connaître une deuxième, voire une troisième vie, c'est garantir la séquestration dans la longue durée. Et c'est ça le pari
auquel je pense le secteur bois doit s'engager. Et là, il y a sûrement des alliances stratégiques à faire entre le secteur du bois de première transformation. Voilà, et le secteur du réemploi. Et éventuellement aussi le commerce du bois. Voilà. Et une chose que je voulais rajouter, nous, il y a un dossier sur lequel on travaille, c'est une possible labellisation des matériaux de réemploi. C'est plus en général, ça ne s'appliquerait pas que sur le bois, parce que je pense que pour l'instant, du bois de réemploi obtient automatiquement, enfin ça se demande, mais une labellisation FSC. Mais il y aurait moyen d'évoluer vers quelque chose où chaque matériau de réemploi a un label qui garantit aussi quelque part l'origine tant environnementalement que socialement correcte. Parce qu'on sait que sinon, il y a des situations où, par exemple, des logements centenaires se font démanteler en Thaïlande que pour obtenir des planches de bois de réemploi. Ça n'est pas le but, évidemment, non plus d'aller causer la destruction de patrimoine immobilier de valeur pour aller obtenir du bois de réemploi. Donc ça nous semble aussi une piste prometteuse pour le futur. Ok, merci beaucoup. Pascal, un petit mot. Moi, je pense la solution pour nous, négociants, ce serait l'aboutage. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'aboutage, je vais essayer de vous expliquer brièvement, mais Romain, lui, le fait déjà, le pratique déjà, donc il pourra vous expliquer plus en détail. En fait, c'est récupérer tous les petits morceaux et les abouter pour en faire des longs bois. Ça permet d'utiliser les chutes, mais surtout, ça permettrait de ne plus couper à tort et à travers pour obtenir du long. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la demande, quand le client se pointe au magasin, c'est toujours pour obtenir du 6 mètres de long. Et quand on pose des questions, en fait, c'est pour faire 4 fois 1,50 m. Hein. Donc, c'est une problématique. Et je pense que l'aboutage permettrait de régler certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Romain, je te cède la parole. Je suis assez d'accord avec mes deux confrères. Donc, la problématique, en fait, c'est qu'on n'a plus la connexion finalement. Il y a toute une chaîne d'intervenants qui fait qu'on n'a plus la connexion entre l'utilisation finale, donc la fonctionnalité, et la matière première. Et donc, pour le moment, ce qu'on fait, oui, on essaie de récupérer les chutes, mais en fait, il faut éduquer aussi les gens finalement à exprimer clairement leurs besoins, à les définir déjà, à les exprimer, et puis en fait que toute la chaîne de transformation, donc le négoce, la première, la deuxième transformation, soit au courant et qu'il y ait vraiment une symbiose qui se mette en place pour qu'on puisse en fait déjà couper en forêt l'arbre dont on a besoin pour faire la fonctionnalité finalement. Avec la digitalisation qui a lieu maintenant, on a encore eu l'exemple tantôt avec Tintrac qui remporte la fibre d'or, la digitalisation elle est possible en forêt, elle est possible en scierie, elle est possible à la deuxième transformation du bois, elle est possible dans le négoce. Il n'y a qu'à faire du lien entre tous ces acteurs. Donc je pense que ça, c'est vraiment un axe sur lequel la filière doit s'engager fortement dans les années à venir. Parce que si la filière bois, au niveau construction, je parle, ne s'engage pas à ce niveau-là, donc dans le fait de faire bien les choses finalement, jamais on ne se développera. Et le but, c'est quand même d'aller chercher des parts de marché au béton, à l'acier, à ce genre à la construction traditionnelle. Donc on a tout à faire, on a tout pour, il n'y a qu'à faire, vraiment. Et il faut pour ça qu'on communique et qu'on fasse du lien entre nous. Et alors, les circuits courts, il faut vraiment refaire du lien finalement entre le consommateur, l'utilisateur final, celui qui va profiter du bâtiment, et tout ce circuit de transformation. Il faut vraiment que... la clé, je pense, c'est vraiment le lien à la communication. D'accord. Alors, une dernière question. Pour clôturer cet atelier et avant de répondre aux questions du public, j'aurais envie de dire, faites-nous un peu rêver. Quel serait votre idéal pour votre entreprise? Je cède la parole à Pascal. Moi, je pense, j'en ai déjà parlé, c'est trouver du personnel formé. C'est notre première préoccupation, du personnel formé et motivé. Avec ça, on règle tous nos problèmes. Enfin, en tout cas, les problèmes du commerçant. Merci Claire. Donc, trouver du personnel, c'est un problème que tu rencontres aujourd'hui, c'est un problème que tu rencontres depuis longtemps. Est-ce que c'est un problème que tu rencontreras finalement demain aussi? Tout à fait, c'est un problème qu'on rencontre aujourd'hui, demain. Donc, il faut former, mais en profondeur
pour que demain, tous les secteurs qui font partie de la filière bois trouvent de la main-d'œuvre et de la compétence. Si tu devais nous donner des exemples de formations que tu souhaiterais voir s'organiser pour ton entreprise, voire pour tes collègues. Mais je pense que pour les magasiniers, c'est la connaissance bois, reconnaître les différents résineux, reconnaître les différents feuillus, connaître les différentes sections de bois, et voir aussi au niveau des technico-commerciaux l'utilisation qu'on en fait. Donc, qu'ils soient capables de donner le bon renseignement au client, c'est-à-dire la bonne section, la bonne essence pour la bonne utilisation. D'accord. Si je te parle de la connaissance des différents résineux, la connaissance des feuillus, des bois exotiques, des bois de terrasse et autres, c'est quelque chose qui te parle. C'est quelque chose où tu as vraiment besoin de ce type de formation. Tout à fait. Ouais. D'accord. Tu ne vends pas que du bois, tu vends aussi différents isolants, laine de roche. On peut parler vraiment de tous les matériaux connexes, les matériaux annexes. Oui, mais là, je pense que ces matériaux-là, c'est plus facile à apprivoiser. Le bois est un matériau naturel et donc, suivant sa provenance, suivant son hygrométrie, enfin, il y a beaucoup de caractéristiques qui entrent en jeu. Une laine de verre, c'est une laine de verre. Hein, voilà. Donc, je pense le matériau bois, qui est un matériau magnifique, mais qui est quand même un matériau qu'il faut connaître avant de traiter. Ok. Tu nous parles des magasiniers. Au niveau technico-commercial, on en a déjà parlé tous les deux. Ouais. C'est un besoin que tu identifies encore aujourd'hui? Tout à fait. Oui, c'est la même problématique. On trouve facilement des commerçants sur le marché, mais des commerçants qui connaissent le bois, ça n'existe pas. Donc, comme je le disais tout au début, nous les formons en interne avec un taux de réussite nettement inférieur à 50%. Donc, la balle est dans ton camp. Merci beaucoup, Pascal. Je vais essayer en tout cas d'y répondre avec mes collègues de Woodwise. Romain, quel est pour toi l'idéal pour ton entreprise? Il y a beaucoup d'idéal, mais une des choses sur lesquelles on travaille dur et fort pour le moment et qu'on va renforcer finalement, c'est le fait de justement refaire ce lien entre les petits propriétaires forestiers. Donc il y en a pléthore, rien qu'en Wallonie, d'être capable finalement d'identifier ces gens-là, de leur montrer qu'on est là pour en fait finalement aller chercher les quelques individus en forêt dont ils sont prêts à se séparer pour finalement obtenir la fonctionnalité dont ils ont besoin. Tout le monde a besoin à un moment d'une terrasse, d'un bardage, d'un petit pull-off, d'un carport. Et l'idée, c'est d'aller chercher finalement, grâce à la digitalisation de la forêt, ces arbres chez le particulier, mais chez le particulier, chez qui il va être mis en œuvre. On parlait tantôt de stockage de carbone. C'est un rêve que j'ai finalement de continuer à stocker le carbone à l'état de bâtiment, ou à l'état de bardage, ou à l'état de parquet, ou à l'état de terrasse, chez la personne chez qui finalement les aïeux ont fait pousser la forêt, ont fait pousser le bois. Et donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille et ça c'est un peu mon idéal actuel. Donc en circuit court on fait pas mieux parce que finalement ça part d'un point A, ça vient à un point B et ça retourne au point A. Voilà. En somme, valoriser. La forêt valorisée, tout à fait, c'est vraiment valoriser ça. Finalement les propriétés, les bois des petits. Des petits et qui n'ont pas de solution à l'heure actuelle, qui ont très peu de solutions finalement, parce que quelqu'un qui a 1 hectare, 2 hectares de forêt, il n'est pas armé comme quelqu'un qui en a 50 ou 100 ou 1000. Et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'obtenir finalement une fonctionnalité à moindre coût, parce que du coup en plus il n'y a pas à supporter le prix de la matière, et donc finalement d'obtenir une fonctionnalité, mais avec une jolie histoire, avec quelque chose qui va très bien au niveau de finalement le stockage carbone et l'histoire ancestrale. Ok. Lionel, je te cède la parole pour ce point. Nous qui avons l'habitude de regarder les bâtiments en vue de les démanteler, je vais vous faire plaisir. Notre horizon rêvé, ce serait que ces bâtiments soient un maximum en bois. Parce qu'il faut se dire qu'on est confronté à des bâtiments de nature extrêmement différente. Et tout ce qui fait apparaître le béton, par exemple, est habituellement juste
catastrophique, inutilisable. Dès que le ciment apparaît, la pierre naturelle n'est plus récupérable, les briques ne sont plus récupérables. Donc c'est problématique. Et dans ce contexte-là, moi j'ai un jour, enfin il n'y a pas longtemps, écrit un texte dans lequel, de façon lapidaire, je divise les matériaux en matériaux crus, les cuits et les surcuits. Les crus, c'est ceux comme le bois, justement, qui sont transformables en permanence et donc qui sont extrêmement généreux en termes de réutilisation, parce qu'on peut les remettre à dimension, on peut couper des poutres en tranches beaucoup plus fines, on peut virtuellement tout faire. Les cuits, ce sont les matériaux comme la brique, les tuiles, les matériaux céramiques, les appareils sanitaires, qui ont été cuits à un certain moment, qui ont leur intégrité et leur solidité grâce à ça, et que si on prend certains paramètres en question, il y a moyen de réutiliser tel quel. Les surcuits, c'est justement ceux qui entrent en contact avec le ciment et le béton. C'est ceux qui sont juste, qui tendent à transformer tout en une espèce de monolithe, avec lequel on ne sait faire qu'une chose, c'est le transformer en gravier et le sous-cycler. Donc, dans ce contexte-là, avoir un futur où il y aurait des bâtiments en structure bois à démanteler, c'est génial parce que ça permet vraiment de récupérer tout. On est là pour le coup sur un projet où on a récupéré 2 auvents de stations-service qui étaient en lamelé collé. On les a fait débiter par le démolisseur en tronçons de 6 mètres. On les envoie à la scierie, on les transforme en plancher et on va utiliser ça dans un gros projet immobilier de transformation comme l'Ambry avec une finition très contemporaine. Donc ça montre qu'il y a moyen de réintégrer du bois de réemploi dans des projets qui sont très loin de la palette réutilisée qu'on voit dans un bar branché. Merci beaucoup. Je fais une petite analyse. Finalement, dans tous les centres de formation, dans les écoles, on va plutôt travailler et on va plutôt apprendre à construire. Si je te dis qu'il faut maintenant aussi apprendre à déconstruire, ça te parle, tu y vois réellement un intérêt de finalement apprendre aux gens à déconstruire? Absolument, absolument. Je pense que de plus en plus les projets de construction pure et simple qui démarrent d'une page blanche, ça va disparaître. Je pense qu'on va se retrouver dans un contexte où les architectes vont apprendre à transformer des bâtiments. Et là, il est important d'avoir des professionnels qui savent regarder ce qui est déjà là. Et je rejoins le questionnement de Pascal. Il faut avoir des gens qui sachent faire la distinction entre un feuillu, un résineux, entre du robignat et du peuplier. Enfin, et avoir une lecture fine de ce qu'on a sous la main et comprendre les qualités des matériaux qui sont là, c'est essentiel. Et pour ça, il faut avoir des gens formés. Et je pense que ça, c'est à tous les échelons, tant pour les entrepreneurs, mais aussi pour les architectes. Il faut absolument que les jeunes architectes apprennent à se réintéresser aux matériaux. Okay. Merci beaucoup. Pascal, j'ai aussi une petite question pour toi. Tu es localisé à Esneux, à Liège également. Est-ce que la problématique que tu rencontres, tu penses que tes collègues rencontrent également cette même problématique? Oui, c'est certain. Ah oui, c'est certain. Bon, je ne suis pas là pour parler uniquement de mon négoce. Tous les négociants ont le même problème. Oui, c'est clair et c'est net. On se rend compte assez souvent, on discute et on revient toujours sur le même sujet. D'accord. Voilà. Romain, connaissance du bois, usinage peut-être différent. On parle beaucoup de machines à commande numérique. Ici, tu fais allusion quand même à plusieurs reprises de la robotique. Est-ce qu'en termes de formation, c'est quelque chose qui est compliqué? Est-ce qu'il va y avoir un besoin? Est-ce que le besoin est déjà identifié? Est-ce qu'il y a déjà des opérateurs de formation qui y répondent ou qui y répondront plus tard? L'opérateur parfait à l'heure actuelle n'existe pas en sortie d'école. C'est utopique de le croire. Par contre, ce qui est important dans les écoles, c'est de leur apprendre à apprendre. Donc, c'est de leur donner les bases finalement à avoir un point de départ. La fin des études, c'est pas un point final, c'est que le point de départ à tout ce qui suit. Et donc, je pense que notre monde évolue tellement vite que finalement, les formations vont devoir évoluer au fur et à mesure. Enfin, aujourd'hui, on parle de déconstruction, on parle de stockage de carbone, on parle de robotique, on parle de connaissances matériaux. C'est des sujets tellement vastes et sur un panel tellement grand et il faut tout connaître qu'en fait, en 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas possible d'y arriver. Donc, l'idée, c'est par contre d'amener finalement
une base suffisamment solide et surtout d'avoir cette capacité d'apprentissage qui va venir et qui va être nourrie tout au long de la vie professionnelle. Et en fait, il faut apprendre aux gens à être curieux, tout simplement. Je pense que tout entrepreneur, finalement, qui réussit est quelqu'un de curieux. Et il faudrait que nos employés le soient aussi, en fait, finalement, nos collaborateurs. C'est ça la clé, c'est vraiment la curiosité. Et donc, je pense que la formation doit aussi amener à cette curiosité. Bien, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. Je clôture ici avant de poser les questions. Mais à Pascal, j'aurais envie de dire, il existe toute une série de formations qui peuvent vraiment convenir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se rencontre et on va pouvoir répondre, à mon avis, sur pas mal de choses. Pour la déconstruction, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment initier, clairement. On aura aussi certainement l'occasion d'en parler. Et pour Romain, les premières expériences qui ont montré que ça fonctionnait, c'est peut-être des expériences qu'il faudra renouveler. Merci pour vos interventions. Je propose maintenant de répondre aux différentes questions via Teams. Donc. Est-ce qu'il y a des questions ? Romain, le gain financier quantitatif lorsque vous utilisez l'agrume, l'arbre, tel quel, le fait d'utiliser l'arbre, vous réduisez le nombre de produits annoncés qui pourraient répondre, annexés, qui pourraient répondre au circuit énergétique et donc la libération du carbone. Quelle est la question? Oui, c'est quoi la question? Excuse-moi, mais... En gros, si j'entends bien la première partie, d'abord, il y a l'aspect quantité-matière. Donc, je vais prendre un simple exemple, le carport qu'on a réalisé pour un zoo bien connu dans l'ouest du pays, donc qui a été élu zoo d'Europe, plus beau zoo d'Europe. Donc, en gros, on a fait là-bas 10 hectares et demi de carport solaire. Donc, ça représente 62 500 panneaux solaires à peu près, sur 1600 poutres et 1600 poteaux. Donc, c'était des poutres qui faisaient 12,70 mètres. On a utilisé des grumes de Douglas comme poutres qui faisaient un diamètre à 2 mètres de 65 cm, si je me souviens bien. En usinant comme ça et en utilisant ces grumes-là, on a utilisé 6500 mètres cubes de bois au total pour faire l'entièreté du chantier. Et on avait fait le calcul pour le faire en le faisant en lamelé-collé, donc pour la même fonctionnalité, et on arrivait à peu près à 22 000 mètres cubes de bois. Donc, le rapport économique-écologique, il est gigantesque. On passe de 22 000 mètres cubes à 6 500. Voilà, pour la même fonctionnalité. Donc, oui, le gain, il est énorme. Et donc, toute la partie qui part pas en connexe, parce que si j'ai bien entendu, c'est ça la question, et qui du coup part pas pour être soit de faire de la cogénération, soit de faire du pellets, soit de faire de la pâte à papier, finalement, il sera toujours temps, quand on déconstruira la structure, d'en faire du connexe, donc de la plaquette, du bois de chauffage, etc. Donc finalement, on ne fait qu'apporter une vie complémentaire, on continue le prélèvement, le stockage du carbone pendant la durée de vie du carport, tout simplement. Mais avec une utilisation beaucoup moindre de la matière, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Ok, merci beaucoup. Lionel, l'effet de substitution, le bois peut être utilisé à plusieurs reprises. N'est-ce pas un avantage envers d'autres matériaux? Oui, tout à fait. Je pense que y a beaucoup de gens qui ont oublié que pendant tout un temps, le matériau de construction principal dans nos contrées, c'était justement le bois. Et probablement que, cette pratique est arrivée à sa fin pour des raisons d'incendie d'un côté, mais aussi tout simplement pour cause d'épuisement des ressources. Et je ne sais pas, le secteur maritime qui demandait beaucoup de bois aussi. Mais c'est intéressant de savoir qu'à une certaine époque, les maisons à ossature bois, à structure bois moyenâgeuse, étaient considérées comme des biens mobiliers et non immobiliers parce qu'il y avait moyen indéfiniment de les démonter, réassembler, redémonter, etc. Donc, oui. Merci beaucoup. Voilà, je retends la parole vers le Teams. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Voilà. Donc, les personnes qui sont branchées et qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez demander la parole en levant votre main. Merci, Manu. À droite.
Apparemment, il n'y a pas de questions. Un petit mot de la fin, entre vous? Des questions à vous poser éventuellement? Pas de questions? Je pense qu'on a été clair sur ce qu'on voulait dire. Je pense que vous avez été complet. Je tiens vraiment à vous remercier. Ce n'est pas un exercice facile. Vous l'avez relevé tous les trois. Donc pour ça, encore merci au nom du Centre de compétences Wallonie-Bois et de Woodwise et de toute l'équipe des rencontres Filière Bois. Je tiens vraiment, encore une fois, à vous remercier. Vous avez tous les trois un petit cadeau sur la table. Je dis donc à votre santé. Merci. Merci. Merci.